Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Diasporama, un numéro consacré à la littérature algérienne. La littérature algérienne d'expression française est une dimension temporelle, une période historique, un espace spatio-temporel et ce sont d'abord, surtout, des noms. Dib, Ma'mari, Firaoun, pour ne citer que ces quelques pères fondateurs de notre littérature. Aujourd'hui, en Algérie, l'œuvre littéraire est un moyen de communication, une toile de signification, un combat que l'auteur nous propose et aussi et surtout une source originale. La littérature algérienne au-delà de nos frontières, c'est le thème de ce nouveau numéro de Diasporama et c'est donc tout naturellement que nous allons revenir ce soir en compagnie de nos invités sur un grand événement, un colloque consacré à la littérature algérienne. Un colloque intitulé La littérature algérienne, mais pourquoi? Un colloque qui s'est tenu à Tokyo en hommage à Assia Djebar et Mouloud Firaoun. Et pour parler littérature, ce soir, nous recevons bien évidemment Madame Littérature, Nadia Sepri. Bonsoir. Bonjour. Bienvenue. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, vous êtes romancière, auteur, vous avez également écrit de la poésie et vous êtes aussi directrice de publication du magazine Livresque. C'est le magazine littéraire algérien qui souffle sa 7e bougie. C'est l'âge de raison déjà? Maturité, oui. Oui, c'est un enfant qu'on a accompagné tout le long de ces années. Et puis, ce qui est extraordinaire avec Livresse, c'est ce partage vers l'ailleurs. On a besoin par la littérature, on a besoin de voir ce qui se passe ailleurs. Tous ces écrivains, parce que l'Algérien, d'abord, c'est un féru de la littérature. On voit les Algériens, ils ont lu Hemingway, Neruda, Naguib Mahfoud. En fait, l'Algérien est féru de littérature mondiale. Et bien évidemment, la nôtre, c'est vrai, comme vous l'avez si bien dit au commencement, s'arrête au père fondateur. Et donc, Livresque est parti à travers ces 7 ans de boulot non-stop, a rompu les frontières pour donner non seulement la visibilité à la littérature algérienne principalement, mais la littérature du monde. On a interviewé des prix Nobel, on a interviewé des académiciens, on a eu aussi même des collaborations par des académiciens, etc. Et c'est ça, en fait, le pari de Livresque. Oui. Et donc... alors non seulement il y a les pères fondateurs, il y a Assia Djebar comme vous le dites, il y a Firaoun, il y a Mamri, il y a Kateb, il y a tout ce monde du XXe siècle. Hein. Et puis au commencement aussi du XXIe siècle, il y a eu un engouement dans le monde littéraire, il y a eu un travail extraordinaire, on a vu des plumes. Oui. D'écrivains algériens qui ont publié en Algérie avec un talent, mais alors... des primo-écrivains également, des primo-écrivains, que vous ne manquez pas d'accompagner. Des écrivains qui ont publié dans des maisons d'édition algériennes, et Dieu seul sait que le talent est là, mais ça manquait de visibilité. Et donc, Livresque, ça a été un petit peu le carrefour. Parce qu'on a travaillé énormément aussi sur la littérature classique, notamment puisqu'on parle de Firaoun, le centenaire de la naissance de Firaoun, le cinquantenaire aussi en 2012, donc le cinquantenaire de son assassinat avec des inédits, le centenaire de Camus, enfin on a le cinquantenaire aussi de l'assassinat de Frantz Fanon. On a fait des dossiers quand même assez lourds, assez... des dossiers qu'a dû suivre, je suppose, Ali Firaoun, qui est également notre invité ce soir. Bonsoir, bienvenue à vous. Alors vous avez assisté et participé bien évidemment à ce colloque qui rendait hommage à feu Assia Djebar et votre père, Mouloud Firaoun. Vous êtes président de la fondation Mouloud Firaoun, une fondation que vous avez créée il y a quelques années de cela déjà. Oui, la fondation, nous l'avons créée en 2012 pour préparer le centenaire en 2013 de Mouloud Firaoun, mais précédemment, quand même, depuis les années 70, on avait l'amicale, ensuite l'association Mouloud Firaoun de Tizi Ibel, sur laquelle on s'est appuyé pour faire énormément d'activités. Nous avions à l'époque participé notamment à l'année de l'Algérie en France en 2003. Nous avons accompagné donc disons les chercheurs japonais depuis 1969 et 1974, quand ils commençaient à s'intéresser ils découvraient la littérature algérienne. Et il commençait donc à s'intéresser à ce que nous faisions, et nous avions reçu Madame Miyagi qui a séjourné plusieurs fois, soit à Alger, puisqu'elle a été à la fac d'Alger dans les années 72. Elle a séjourné à Tizi Ibel Beni Douala, qui est Tizi Ibel en 1974, et c'est de là.
qu'est parti cet intérêt pour la littérature algérienne qui a abouti il y a quelques années à la création au Japon de l'Institut maghrébin, c'est une association entre professeurs, l'Institut d'études de la littérature maghrébine au Japon. Et c'est cet institut-là qui a maintenant été repris par Udo Satoshi et Etsuko Ayoagi, qui a d'ailleurs fait en 2012 la traduction en japonais du Fils du pauvre là, que j'ai ici, et qui a donc participé avec nous à la mise en œuvre de ce programme-là sur la littérature algérienne, sur la société algérienne et les femmes, un petit peu on a étudié. Ça nous a permis d'évoquer un nom qu'on a oublié en Algérie, par exemple, qui est celui de Djamila Debesh. Moi, je voyais chez Feraoun à l'époque les titres des livres Aziza, par exemple. Moi, ça me disait quelque chose. C'est à la même époque qu'était sorti le premier livre aussi de Assia Djebar, dont on a parlé. Il y a eu des noms qui sont sortis comme ça, qui étaient inévitables, comme France Fanon, par exemple. On en a parlé aussi. Et ça montre que les Japonais ont une bonne connaissance de ce que nous faisons ici en matière de littérature. Et ils suivent disons, l'évolution de cette littérature. Fezia Feraoun était également à ce colloque. Soyez la bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur, vous enseignez à l'université de Bouzaréa, c'est bien ça? Oui. Alors, un colloque quand on voit qu'il y a un colloque ou une manifestation autour de l'œuvre de Mouloud Feraoun qui n'est pas à l'initiative de vous-même, ses enfants, ni de la fondation, c'est quand même assez réconfortant puisqu'on se dit que le public s'approprie ou se réapproprie Mouloud Feraoun. Oui, surtout quand ça vient d'un public qui est très loin de nous. Loin de nous, et qu'on voit l'intérêt différent qui est porté par quelqu'un qui est étranger totalement à notre pays, par rapport à la manière dont on parle en Algérie des écrivains, des grands classiques. Alors, il faut noter que les Japonais, contrairement à nous, ce sont des gens qui travaillent beaucoup et qui essaient toujours de trouver des nouvelles choses et qui font de nouvelles études. Alors, par exemple, le Fils du pauvre, pour nous, c'est un grand classique. Oui. Il faut aller au Japon pour voir une étude qui a été faite tout récemment, donc il y a 15 jours, par Madame Aoyagi, sur le Fils du pauvre, pour montrer, il faut voir, c'est très pointu, les falsifications qui ont été apportées à l'édition du Fils du pauvre par les éditions du Seuil. Ce sont des sujets très intéressants. Elle montre comment le Fils du pauvre a été édité, une première édition. Il a été repris par le Seuil 4 ans plus tard, dans les années 50, mais cette reprise n'est pas anodine. C'est-à-dire qu'il y a eu des coupes dans le texte? Il y a eu des coupes dans le texte. Il y a eu à peu près un tiers du livre qui a été coupé. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces parties coupées? Il y avait le passage sur la guerre. La guerre qui montrait la déroute des Français face aux Allemands et qui donc allait donner au peuple algérien à se rendre compte que les Français ne sont pas invincibles. Ce sont des gens contre lesquels on peut se révolter. Il y a aussi une partie qui a été coupée qui était l'épilogue, dans lequel Mouloud Feraoun donne un peu une petite note d'espoir aux Algériens. D'abord, il s'indigne contre le fait que le monde a laissé faire le massacre de 1945 sans réaction, sans aucune réaction. Et il parle ensuite aux Algériens et il dit « Allez-vous vous laisser faire de cette manière ?» Si vous vous laissez faire de cette manière, vous allez avoir la paix, mais c'est une paix de charlatans. Ou alors, est-ce que vous n'allez pas vous réveiller et essayer de vous révolter et, à bout de souffrance, arriver enfin à atteindre ce soleil dont parle le poète? Donc ça, c'est une apologie de la révolte. Oui. Ça a été supprimé par les éditions du Seuil. Et Madame Aoyagi a remarqué, page par page, elle a fait la comparaison, et elle a vu que tout au long du texte, il y avait des petites phrases qui avaient été enlevées. Et quand elle les met tout ensemble, elle voit que ces phrases, c'était les réflexions de Mouloud Feraoun. Donc, qu'est-ce qui est resté? Il est resté une petite histoire, un petit roman qui se tenait bien, mais qui changeait totalement le message
du texte du Fils du pauvre. Oui. Et c'est ce qu'elle dit. Elle parle de falsification, elle emploie des mots très durs, parce que le message qui était donné par le Fils du pauvre, c'était une apologie de la révolte. Et c'est devenu, après que Le Seuil ait réédité 4 ans plus tard ce livre, que tout le monde a connu, qui a été diffusé ensuite et que tout le monde a connu, c'est devenu quoi? C'est devenu l'histoire d'un petit garçon qui vit dans la campagne, qui est misérable, et qui, à force de travailler à l'école française, arrive à se sortir de la misère et devient instituteur. Ça veut dire on voit comment le message initial, originel, est détourné par ces coupes dans le texte. Donc et ça devient quoi? Ça devient l'apologie de l'école française. Oui. C'est tout le contraire. Alors c'est un ouvrage, bien évidemment, j'imagine qu'on retrouve aussi dans la bibliothèque de Anouar Ben Malek. Et bien entendu. Je veux dire, j'ai beaucoup d'admiration pour Mouhaddib, Katbi Yassine, mais les gens de ma génération ont de la tendresse pour Mouloud Faraoun, et surtout pour le Fils du pauvre, je veux dire. Qui ne connaît pas le Fils du pauvre? Et c'est la première phrase, je veux dire. Non, je veux dire, c'est heureusement. Mais je ne savais pas ce détail-là, je veux dire. Et la question que je voulais poser d'ailleurs, l'édition qui circule actuellement, c'est la première ou la seconde? Eh bien maintenant, Ali a essayé de rééditer, en tout cas en Algérie, la première édition, bien sûr. Je vais la relire. Ah oui, ah oui. Et on va vous relire aussi à Anouar Ben Malek. Vous nous avez habitués à des romans forts et dérangeants. Vous nous avez habitués également à voyager dans vos ouvrages. Alors, des thèmes très forts et des thématiques assez variées, souvent inspirées de faits historiques. Il faut savoir, l'extermination des aborigènes, la guerre d'Algérie, la débâcle des musulmans en Andalousie, le terrorisme, ou encore dans votre dernier ouvrage, Fils du Shéol, vous interrogez là aussi l'histoire en présentant deux génocides. L'histoire de 7 enfants qui est déporté vers les camps de la mort en Europe de l'Est, et puis celle de son aïeul qui se trouvait à servir l'armée allemande au tout début du XXe siècle. Et là, vous mettez en lumière le génocide, le massacre des Herero, qui est très peu connu. Aujourd'hui, est-ce qu'on a un déficit de mémoire? Il me semble, en tant qu'Africain, qu'il y a un déficit de mémoire africaine. Oui. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à penser à ce livre-là. Au départ, en fait, je me suis rendu compte que dans la plupart de mes romans, j'essaie de répondre à la question suivante. Qu'aurais-je fait si j'avais été aborigène, si j'avais été rebelle pendant les années 1870 en Algérie, si j'avais été pris pendant la guerre d'Algérie, si j'avais été pris par le terrorisme des années 90, etc. J'ai écrit un livre, par exemple, sur les Palestiniens, sur le malheur palestinien. Oui. Et puis je me suis aussi demandé, quand je fais si, par exemple, j'avais été juif allemand déporté vers les camps de la mort dans les années 40. Et là, je me suis dit, moi, en tant qu'Africain, qu'apporterais-je de nouveau? J'ai donc pensé à une histoire de légitimité personnelle, non pas la légitimité de l'écrivain, parce que je pense que l'écrivain a le droit d'écrire tout ce qu'il veut, mais la légitimité personnelle. Et je l'ai découvert un peu par hasard. Je préparais de la documentation pour le livre. J'ai lu la biographie de Hermann Göring, qui était un personnage important du système nazi. Et je suis tombé sur une phrase qui disait que son père, Heinrich Göring, avait été gouverneur de ce qu'appelait à l'époque la JSWA, la German Southwest Africa, l'Afrique du Sud-Ouest germanique. C'est un massacre qui correspond aujourd'hui à l'actuelle Namibie. Je n'en avais jamais entendu. Et donc je commence à lire, et puis à ma grande surprise, je découvre qu'on parle en fait d'un vrai génocide. Avec, en 1905, le Kaiser Wilhelm, qui était donc l'empereur germanique, par le moyen du général von Trotha qui dirigeait la Namibie, ordonne donc l'exécution de tous les héros donc dans ce territoire-là. Et je me dis, mais c'est pas vrai, c'est un génocide dont il s'agit. Et donc moi, j'ai commencé à interroger autour de moi. Mais est-ce que ça ne fait pas aussi écho à notre inconscience collective, forcément, en tant que génocide, mais aussi crime colonial, forcément, ça touche une sensibilité, je pense, chez tout Algérien. Oui, mais ce qui m'avait le plus étonné, c'est de découvrir cette ignorance, mon ignorance, chez la plupart des personnes que j'ai interrogées. J'ai interrogé des gens d'Afrique, des Européens, etc. Personne n'avait jamais entendu parler du génocide des Herero. Et donc là, à un certain moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. En découvrant qu'il y avait des liens concrets entre ce qui s'était passé en Namibie et ce qui allait se passer dans les années 40 en Europe, je me suis dit, voilà ma légitimité d'Africain.
réunir deux génocides, et pas de manière artificielle, parce que je pense que le génocide Herero en Namibie a été une espèce de brouillon artisanal de ce qu'il allait se passer pendant les années 40 de manière industrielle. Les premiers crimes, donc les camps de concentration, nommés sous ce nom-là, Concentrationslager, qui allaient être des instruments de mort contre les Herero, les Nama, enfin, donc les gens qui habitaient la Namibie, allaient se retrouver sur une forme beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus organisée. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, les premières expériences de génétique, etc., allaient commencer en Namibie et allaient prendre donc un des responsables importants d'un institut de génétique nazi allait commencer à faire ses premières preuves donc en Namibie. Et je me suis dit mais c'est pas possible, on a un lien. Et donc ce lien, il faut le mettre... C'est terrible, on a l'impression que l'histoire se répète toujours. L'histoire se répète, parce que l'être humain, quelque part, n'a pas envie d'apprendre. Je veux dire, regardez ce qui s'est passé chez nous dans les années 90, le GIA, etc. Quelques années plus tard, vous avez Daesh, GIA à la puissance de 10, je veux dire, alors que le GIA lui-même était abominable. Bien sûr. Non, l'être humain, il est comme ça, je veux dire. Alors, mais en même temps, il faut rappeler que l'histoire... ce n'est pas quelque chose comment dire, pour universitaire, ça concerne des gens comme vous et moi, c'est-à-dire des êtres ordinaires. C'est pour ça que l'enfant, qui est la toile de fond de ce livre-là, j'ai pris un enfant parce que tout le monde est sensible au destin d'un enfant. Et là, un enfant, nous tous on a été enfants, on a des enfants, etc. Et donc je voulais que les gens soient... oui, il y a une empathie immédiate forcément pour le personnage. Au destin aussi des Herero, les amener au destin des Juifs de la Shoah. En même temps, un de mes ressorts d'écriture a été aussi de dire nous pouvons être pro-palestiniens, nous pouvons réagir à la justice faite aux Palestiniens et ne pas être pour autant antisémites. Je veux dire, le malheur des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale est quelque chose de fondamental pour nous. Le malheur des Palestiniens en est un autre. Un malheur ne rachète pas l'autre malheur. Parce que les êtres humains sont tous des individus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, justement, pour diffuser ces œuvres, vos œuvres et les œuvres algériennes, ce qui est très important, c'est la traduction. Vous-même, vos ouvrages ont été traduits dans plusieurs langues. Ali Feraoun, vous nous parliez tout à l'heure de Etsuko Aouyagi. Alors, il faut savoir qu'elle est docteure en linguistique. Elle a réalisé cette traduction du Fils du pauvre en japonais. Elle a été d'ailleurs de 2014 à 2016 doyenne de la faculté des lettres. Et Yazid Aït Mahiddine était parti à sa rencontre en 2012 déjà. Je vous propose de regarder cet entretien, extrait du documentaire Splendeur du Levant, signé Yazid Aït Mahiddine. Son livre de chevet, Le Fils du pauvre de l'écrivain Mouloud Feraoun. Le docteur en linguistique Etsuko Aouyuga de l'université de Tsukuba a réussi à présenter au public japonais le paysage littéraire algérien. C'était assez étonnant parce que moi, jusque-là, je regardais la littérature toujours au biais de la France. Pour moi, c'était un peu cliché. C'est vrai qu'il y a plusieurs gens qui s'intéressaient déjà, même au Japon, sur la littérature algérienne et qui ont essayé à traduire les œuvres littéraires algériennes au Japon, par exemple Nejima, surtout la répudiation de Racine de Bouzedora. Et ça, c'est l'image de la littérature algérienne. Racine de Bouzedora ont écrit déjà tellement des œuvres littéraires, la diversité de ces activités littéraires, et maintenant je connais, c'est vraiment diversifié, c'est énorme sans se faire. Mais toujours au Japon, la littérature algérienne est connectée la guerre d'Algérie, le grand classique de la littérature algérienne, et on a déjà l'image de cette histoire autobiographique d'un simple jeune homme. De Fourolou. Oui, Fourolou. Ici, là-dedans, dans ce texte de Fils du pauvre, il y a déjà
très nouvelle idée sur les hommes, ou l'individu et la relation entre les hommes. Et donc c'est un œuvre très mature et très problématique et très délicat et très profond et très avancé, même un siècle avant. La littérature algérienne est très dense et fluctueuse, c'est toujours actuel. Voilà, un entretien réalisé en 2012, déjà extrait du documentaire Splendeur du Levant par Yazid Ait Mahiddine. On voit bien que la traduction et que le projet de traduire Mouloud Feraoun en japonais, c'est un travail de longue haleine qui a été mené sur plusieurs années. Une réaction là-dessus, Ali Feraoun? Oui, je ne connaissais pas ce texte, ce film-là, mais bon, effectivement, Etsuko Aoyagi a travaillé sur Feraoun depuis assez longtemps, puisque bon, quand il était venu à Tizi Ouzou au séminaire organisé par l'université de Tizi Ouzou sur Assia Djebar en 2014, elle m'avait dit qu'elle avait déjà terminé cette traduction, mais qu'elle tenait, bon, pour compléter peut-être des détails, elle tenait à visiter l'école de Tizi Ibel, l'école de Tawrit Moussa, les endroits où Feraoun a travaillé. Elle est montée à l'école de Front National aussi, où il a écrit une bonne partie de ses livres. Elle a visité la mission Roland à Tizi Ouzou, donc elle a fait elle a retracé un petit peu le parcours de Feraoun. Et on voit que ce chercheur, ce professeur, a une connaissance très approfondie de Feraoun. Quand elle avait fini de la traduction du Fils du pauvre, toute seule, elle a découvert qu'il y avait deux versions. Oui. Anouar lui-même, qui est un grand homme de lettres que j'admire, ne savait pas qu'il y avait deux versions du Fils du pauvre. Bon, en fait, cette version-là du Fils du pauvre, bon, moi je l'ai, à part les 1000 exemplaires que Feraoun avait édités au Cahier du Nouvel Humanisme en 1950, édité à compte d'auteur, elle n'est pas répandue, mais à l'année de l'Algérie en France, déjà, j'avais fait déjà une édition à l'ENAG. C'est-à-dire que c'est l'édition la plus fidèle, en fait. L'édition complète. On a repris, j'ai pris le livre tel qu'il était, je l'ai donné au comité disons, au comité qui préparait l'année de l'Algérie en France pour en tirer un certain nombre. Je crois qu'ils ont tiré 3000 exemplaires. Et ensuite, bon, à l'époque, c'était Mouloud Achour qui s'occupait de cela. Et aujourd'hui, pardon, cette édition, Fazia nous disait tout à l'heure que cette édition, elle est disponible, c'est ça? C'est ce que j'allais dire. Bon, comme c'était Mouloud Achour qui s'occupait de ça, quand il est passé aux éditions donc Casbah, il a pris l'initiative de rééditer Le Fils du pauvre comme ça. Avec l'ancienne édition, j'ai aussi signé des nouveaux contrats avec l'ENAG et j'ai demandé à ce que ce soit uniquement l'ancienne édition, l'édition originale qui soit publiée. Et j'ai écrit au Seuil pour leur dire qu'il fallait qu'ils remettent l'ancienne édition parce que ce qu'ils ont, bon, à part les phrases qu'ils ont enlevées là de manière insidieuse, peut-être que Feraoun ne savait même pas. Bon, Feraoun avait accepté qu'on enlève la deuxième partie. Bon, c'était son passeport pour rentrer dans une grande maison d'édition, la deuxième édition de France. Donc il avait accepté cela parce que auparavant, bon, Le Fils du pauvre avait été terminé en 1944. Il n'a pu le publier qu'en 1950, à compte d'auteur, grâce à l'appui permanent du docteur Étienne Sergent, qui était, Étienne ou Edmond Sergent, je les confonds, qui était directeur de l'Institut Pasteur, mais surtout qui était président de la Société d'histoire naturelle d'Algérie, avec lequel Feraoun était en correspondance pour son enseignement de sciences naturelles dans les écoles de Kabylie, à la place du programme de sciences enseignées dans les écoles françaises, les écoles indigènes, enseignaient en fait un programme d'agriculture. Et Feraoun avait, sur l'étude des plantes, il avait découvert des plantes médicinales qu'il avait soumises au professeur Sergent, qui s'est vite intéressé à Feraoun et qui a été le premier on comprend que ça a été un soutien important, à lire le livre de Feraoun et à lui dire c'est un très bon livre. Vous vouliez réagir, Nadia, justement, la traduction, ça fait écho chez vous, puisqu'on rappelle que votre dernier ouvrage,
La danse du jasmin, qui est un roman et traduit aussi en allemand. Oui, oui, effectivement, ça c'est le choix de l'éditeur allemand. Donc il a vu que la thématique de mon roman, c'était d'abord c'est un correspondance épistolaire. C'est un roman épistolaire, donc c'est une correspondance entre Dania et Isabelle, entre le Maghreb et l'Occident. J'avais envie de questionner parce qu'on voyait tellement d'aberrations sur les médias du monde que moi j'avais envie aussi d'interroger un petit peu par mes lieux, donc les lieux de l'Algérie ou du Maghreb ou de l'Afrique. J'avais envie et en vérité, c'était une vraie correspondance. En fait, j'ai eu cette correspondance en réalité avec une Française où elle ne comprenait pas que l'Algérie, parce que elle quitte la France pour s'installer en Algérie, et elle voit que l'Algérie, c'est pas non plus la terre des damnés. Je veux dire, il y a beaucoup de belles choses ici, il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de bonheur. On peut trouver le bonheur quand on est une occidentale qui quitte là-bas pour ici, parce qu'on a tendance à voir les Algériens qui partent là-bas, mais on n'a pas tendance à voir l'Occident qui arrive en Algérie et puis qui arrive à bien vivre aussi. Donc moi j'avais envie de questionner par rapport elle est agnostique, donc Isabelle, Dania, elle est arabo-musulmane, elle est africaine, elle est romancière aussi, elle me ressemble. J'avais pas envie de sortir trop de ce débat que j'ai eu avec la Française et donc un peu revenir sur un petit peu cette cohabitation entre l'ailleurs et l'Algérie. Et donc pour revenir un petit peu sur la traduction, c'est vrai que revenir aussi non seulement de la traduction de mon roman en allemand, mais j'avais envie de revenir sur Livresque aussi, qui fait la traduction, pas la traduction, qui donne des forums littéraires où il est question de mettre en place la traduction des livres algériens qui sortent Made in Algeria vers les Anglais, enfin vers la langue anglaise, la langue espagnole, la langue allemande aussi, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Moi, c'est ma grande fierté quand je vois Feraoun en japonais, comme il y a eu le centre culturel japonais qui appelle Livresque pour un peu une recherche ou un peu faire des travaux en Algérie, donc il fait appel au magazine Livresque pour un peu ressortir la littérature algérienne. Et j'avais envie de dire que voilà un magazine, non seulement on voit à travers le monde qu'il n'y a pas beaucoup de magazines littéraires dans le monde. Je vous disais tout à l'heure hors antenne que aux États-Unis, absolument, aux États-Unis, vous avez 90 magazines littéraires. En France, vous avez une cinquantaine. Au Canada, il y a une dizaine. En Angleterre, la même chose. Et puis, dans le monde arabe, dans le Maghreb, puisque Anouar Ben Malek parlait tout à l'heure de l'Afrique, dans toute l'Afrique, on n'a pas vu les magazines. Il y a des revues des universités, des centres de recherche, au niveau des universités, des centres de recherche, etc. Mais on n'a pas vu un magazine comme est le travail de Livresque, qui fait la promotion de la littérature, d'abord en Algérie, mais en plus à l'étranger, puisque Livresque, il assiste à des séminaires à l'étranger, et puis il fait l'exportation de la littérature algérienne vers l'ailleurs. La littérature algérienne au-delà de nos frontières, c'est le thème de cette édition de Diasporama. On comprend bien que la traduction est importante, les rencontres, les colloques, le magazine littéraire, la traduction de ces œuvres est bien évidemment importante. Autre support, c'est le support audiovisuel. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder un extrait de documentaire de Ali Mouzaoui, qui a consacré un travail documentaire sur Mouloud Feraoun. C'est un film documentaire qui a été réalisé en 2009, mais c'est un projet de longue date que Ali Mouzaoui portait depuis de longues années déjà. On va voir un extrait de ce documentaire et on se retrouve juste après. أفضل بضم كانوا خديم ذي العربة نثيرة ذا مشواري سعنا زالي يرثو ريث ذي الزير ذو قويني عنان القرايا براوي ذي أكتوبر 1952 يتواخى القد الكور كومبليمونتير ذي الأربعة نثيرة ثغال ضي مضبر فلاس ذا مكاني ثكل لاص الشعاثيك أكو ذي سقوسني نيت الصغرب
تيزنيق ثاقي ومي قارنا بريد بواداني تزدغض شيش تسواشولتيه أكن كانت سرصد مانيك صحص فضغا في تيجان توريث بلا ربعنا ثيرثن ذحول فاضي مانيك ذا وحيد هيا كين غيبانا غادي ثبراتي تشقع ذي ومداكليك مانويل روبلاس ذحول فاضي ما كاين الشياخ وكنت تخدمض واموري السينوا غاسا كنت اللام ذي سبعي ذوان فضحامت كل يوم ذا وحيد مانيس لي حلب بوحيدي ذي ثليض تعاوني كثيرا وغور ترقل ذاك نتفضي مانيك ذي 1952 تفقد في كتابتي جور دو كابيلي والسان دي ثموث ثبقن ضد ذيس أمك تدرن القبايل السود من توزي كارسن ذو مش تمعاونا نضق وتصل الشغال أم القضو زمور والسان دي ثمورث ثوري تسود ميوزنن دون شرح أرنن تسذي السار تصور نشار البروتي ذي الوقت ثقيني تبذي تيربون قال لا تيري لو سون أكال ذي ذمن أثبقن ضدك ستوذرتي تزايريين ذي فرنسا أمك كني ثنوفا ذي ثبراتي ثوريضي نوال أسكواساكين ساغ الطاس نويدي يتسيلين ذي فرنسا وبغيغ أن الساعة للنور أكن ذي وليغ القبائل يخدمن ذي المينا ميون قالاقين يحكو دافيون بومدان يتشالين ذي كل مكان ذي فرنسا بغيغ ذي وليغ أمشتلان اللي حالا وتصدرتنا إمي غزال مقران نقول قالاقين يعنثن كوكرا غادا روغ في اللسن مور ولا غارة اللي حالا نسن دي فرنسا أفياكي بغي غنو غالق. Voilà, dans cet extrait du documentaire de Ali Moussaoui sur Mouloud Feraoun, il est question d'immigration. Anouar Belmalek, quel regard vous portez, vous, sur ce traitement de l'immigration dans la littérature? Est-ce qu'elle est un indicible en littérature ou est-ce que vous pensez que, comme la musique, elle a su refléter assez justement les mutations sociologiques du XXe siècle? Grande question. moi, je dirais... Grand auteur, grande question. C'est gentil. Je dirais... pour un écrivain, il est probable qu'un stage d'étrangéité soit quelque chose de favorable. Et l'exil, l'émigration, etc., sont probablement une partie consubstantielle de toute littérature. Et moi, j'ai dû quitter l'Algérie pour des tas de raisons. Et je sais que cela m'a donné à la fois un regard probablement plus précis sur l'Algérie, parfois plus attendri sur l'Algérie, plus sévère parfois sur l'Algérie, mais en même temps en relativisant, parce que bon, le monde est grand, etc. Et donc, je pense que en Algérie, le sujet de l'immigration est toujours réduit à une espèce de discussion politique avec en toile de fond le colonialisme, etc. Je pense que, je crois qu'on peut dépasser maintenant ça. Je dirais, l'histoire de l'être humain, c'est l'émigration, c'est le partir ailleurs, etc., etc. Donc, moi maintenant, je dis, dans la littérature, tous les sujets sont abordables.
à condition de faire de la bonne littérature. Voilà, c'est l'essentiel. Je ne réponds pas directement à la question, vous avez remarqué. Alors, Mouloud Feraoun était un précurseur, hein, c'est indéniable, hein, quand il aborde la question de l'immigration, où il met en récit l'enchantement, entre guillemets, hein, que représentait l'immigration dans l'imaginaire collectif des paysans qui étaient face à un dénuement extrême. Autre aspect de Mouloud Feraoun qui est également très pertinent, et là où il a été aussi précurseur, c'est le rôle de la femme. Le rôle de la femme dans l'œuvre de Feraoun, on découvre que c'était un homme vraiment en avance sur son temps, qui a insisté pour que ses filles soient instruites, pour que sa femme soit instruite. D'ailleurs, Fazia Feraoun, vous êtes intervenue là-dessus, sur le rôle de la femme dans l'œuvre de Feraoun. Oui. Oui, lors d'une journée de la femme, hein, du 8 mars, j'avais fait une conférence sur la femme dans l'œuvre de Feraoun, pour montrer aussi bien que dans sa vie, que dans son œuvre, que Mouloud Feraoun était un féministe de premier ordre. Il a accordé une très, très grande importance à la femme, déjà dès le Fils du pauvre, parce que Feraoun naît entouré de femmes, et on voit que Mouloud Feraoun insiste sur le fait de nous montrer le travail des femmes, et même il insiste sur le fait de différencier. Par exemple, s'il montre le travail des femmes, la poterie par exemple, il va aller plus profond et il va montrer la différence entre deux potières. Quand on voit une poterie, on sait que c'est elle qu'il a fait, rien qu'en le regardant. Ça veut dire qu'il a été au fond des choses. Oui, alors on dit c'est un ethnographe, il a été au fond des choses. C'est pas ça. Il a donné sa place à la femme algérienne dans la société. C'est-à-dire que la femme, ce n'est pas une potière anonyme. Il lui a accordé une place particulière en tant qu'individu personnalisé, indifférencié. C'est la même chose. Son histoire personnelle se fond bien, il y a une vraie cohérence avec ce qu'il écrit, son histoire personnelle. Quand il disait qu'il a défrayé la chronique familiale, entre guillemets, déjà en scolarisant ses filles à l'époque, c'était très mal vu, hein, la scolarité des filles, en créant d'ailleurs aussi à l'Arbana Tiratan, à Fort National, il crée, quand il est nommé là-bas, il crée une section pour les filles. Ça, c'était son initiative personnelle. Il crée une section de filles dans le cours complémentaire. Et pour permettre aux parents de mettre leurs filles, ma sœur Giga était élève au lycée de Maison Carrée, comme tout le monde à l'époque, comme toute la région, c'était le secteur de... Mais il a enlevé Giga de Maison Carrée. Elle était en lettres classiques, donc il avait appris lui-même le latin pour pouvoir aider Gigi à apprendre le latin, mais il l'a enlevé du lycée et l'a mise au cours complémentaire de Fort National, où c'était des lettres modernes. Voilà. Et comme ça, tous les parents, beaucoup de parents, d'abord de la ville, ensuite des villages, ont mis leurs filles à Fort National. Mais bien avant 1939, il s'était marié donc en 1938. Ma mère avait 16 ans, c'était comme ça. À l'époque, on se mariait comme ça. Il l'a mise dans la classe avec ses grands élèves. D'ailleurs, mon grand-père ne lui parlait plus à cause de ça pendant un certain temps. Mais il a mis sa femme dans l'école, puisque c'était une classe unique. C'était la classe unique où il y avait tous les niveaux. Donc, il l'a mise avec ses grands élèves de 15 ans. J'ai lu d'ailleurs une anecdote, vous allez nous confirmer si c'est exact ou pas. Après le décès de votre père, lorsqu'on vient récupérer le véhicule, la personne chargée de récupérer le véhicule avait peur qu'il soit miné. Et c'est votre maman qui sort le véhicule? Oui, ma mère, c'est une femme de tête, une femme très courageuse. Et c'est elle qui... je ne peux pas en parler sans émotion. C'est un coup d'œil. Il a écrit sur sa mère aussi. Et son livre, Tu ne mourras plus demain, qui a un ouvrage très émouvant. C'était la même chose. Ma mère est morte en 2008 aussi. Mais c'est une femme de tête. Le chauffeur... Un mois après la mort de Feraoun, le véhicule de Feraoun était stationné au centre social. Le chauffeur a dit « Ah, mais madame, je ne veux pas toucher ». Le recteur nous avait donné le chauffeur. « Non, je ne peux pas toucher, mais ma mère lui a dit « Écoute, donne-moi ça ». Elle a pris la clé parce que mon père lui avait appris à conduire. C'est une frégate transfluide, donc une voiture automatique. Elle a pris la clé, elle a sorti la voiture, elle a manœuvré dans la cour des centres sociaux pour la mettre en voie de marche. Quand le chauffeur a vu ce qu'elle n'avait pas explosé, il a dit bon, voyez un petit peu ce que c'était Feraoun. Il avait appris à sa femme à conduire. Mais précurseur, féministe de la première heure, comme vous disiez. Il lui a lu tout le théâtre grec. Bon, à Taboudris, il n'y avait pas de télévision, pas d'électricité. Bon,
les soirs au veillées. Il lui a lu le théâtre grec, comme il lui a lu Les Misérables. Tout ce qu'il savait, il le lui a appris. Et quand il écrivait, il lui lisait les parties de ses manuscrits. Elle avait un droit de regard. Elle lui dit ça, tu le changes, ça c'est vraisemblable, ça c'est pas bon. Ça. Elle intervenait dans ces livres. Alors ce colloque justement à Tokyo était consacré à l'œuvre de Mouloud Feraoun. Également, il a été question également de Assia Djebar dans ce colloque. Assia Djebar qui a beaucoup écrit également sur la condition de la femme en Algérie. Il y a aujourd'hui un prix Assia Djebar, un prix du roman, un prix littéraire qui a été créé en 2015 pour promouvoir la production littéraire algérienne, et il récompense les meilleurs romans en langue arabe, tamazight et française. Je vous invite à suivre ce reportage consacré à cette dernière remise du prix Assia Djebar. C'était en décembre 2015 et le reportage est signé Manel Boutouaba. Paru chez les Nag en arabe, Kitab el-Masha de Samir Qassimi, un des gagnants du prix du nom de la célèbre écrivaine, historienne et cinéaste algérienne Assia Djebar, disparue en 2015, est une suite du roman Halabil, paru en 2010, construit autour de la figure mythique éponyme, ancêtre des peuples opprimés. Le deuxième roman en tamazight, le dernier récit de Linda Koudash, paru aux éditions Rotnakom, est quant à lui consacré à Shavha, une poétesse de Kabylie qui décide de raconter son parcours à travers un ultime récit. Édité par Shihab, Yoko et les gens du Barzakh, 6e œuvre de Jamal Mati, aborde le drame de l'immigration clandestine à travers un huis clos psychologique vécu par un vieux couple enfermé dans leur appartement à Alger. Ce prix est pour moi une reconnaissance du travail accompli, surtout qu'il porte le nom d'une grande femme de lettres de renommée internationale, Assia Djebar. Je dédie ce prix à mes parents, à toute ma famille et à mes amis. 76 romans, 34 en arabe, 10 en tamazight et 32 en français concouraient pour cette seconde édition du Grand Prix Assia Djebar. Les membres du jury se sont félicités de la percée qualitative des œuvres littéraires soumises cette année au vote. Je suis fière des gagnants de ce prix. Et le plus important dans tout ça est que j'ai pu rencontrer les membres du jury il y a de cela un mois ou deux. Je ne leur ai donné qu'une seule consigne: ne prenez en considération ni l'aspect politique ni la maison d'édition. Ne considérez que la force et la puissance de créativité. Le soutien que nous avons apporté n'est qu'une modeste contribution de la part de notre entreprise dans la promotion de l'image de l'Algérie et son rayonnement à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Soutenir la création intellectuelle et la créativité littéraire et artistique dans notre pays est la responsabilité de tous les secteurs sans exception. Le Grand Prix littéraire Assia Djebar représente l'une des réalisations accomplies dans le cadre de la concrétisation d'un plus grand objectif, qui est la création d'une culture nationale de la reconnaissance due au grand nom de la littérature et des arts en Algérie. Cofinancé par l'ANEP et l'ENAG, dépendant respectivement des ministères de la Communication et de la Culture, le Grand Prix Assia Djebar est doté d'une valeur de 1 million de dinars pour chaque langue. Voilà, Assia Djebar qui était très connue dans le monde entier, mais malgré son écho mondial, elle est restée quand même assez peu connue en Algérie, notamment des plus jeunes générations. Assia Djebar qui se définissait comme exilée géographiquement, mais aussi exilée dans la langue. Le thème de l'exil, ça revient aussi souvent dans l'œuvre d'Assia Djebar, n'est-ce pas, Fazia Feraoun? Oui, et d'ailleurs, ce thème est revenu aussi lors du colloque. Et c'est un thème qui a beaucoup intéressé aussi bien les Japonais que les Coréens. Il y a eu une Coréenne, Madame Lee, qui a fait sa conférence justement sur l'écriture féminine et qui parlait d'Assia Djebar en montrant, bon, les Japonais sont très intéressés par l'écriture maghrébine parce que c'est une écriture de combat, une écriture qui nous permet de nous libérer. Et elle citait Assia Djebar en disant que Assia Djebar était dominée doublement par la colonisation et par la domination masculine. Donc c'est un peu là qu'ils essayent de se reconnaître. Il y a eu un autre intervenant, un japonais, M. Ibaragi, qui a fait sa conférence sur Jamila Debesh, et où il disait les mêmes choses, que ce sont des écritures féminines qui ont commencé très tôt aussi, en 1947 pour Jamila Debesh, et qui ont été un peu oubliées.
Et vous remarquez que dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure sur Madame Aoyagi, elle parle tout doucement, donc on ne remarque pas, mais elle dit « Nous nous intéressons à la littérature maghrébine oubliée par les Français », elle dit. Pourquoi? Parce que les Français, ils ont voulu se réapproprier la littérature écrite en langue française et nous la présenter à leur façon. Et les Japonais, depuis le début, depuis ce reportage, et c'est revenu aussi dans le colloque d'aujourd'hui, ils essaient au contraire d'avoir le regard un peu en dehors du regard français, le regard des Algériens. C'est-à-dire qu'ils veulent, eux, étudier la littérature maghrébine, ils trouvent des correspondances avec la leur, les Coréens aussi avec la leur, et essayer d'éloigner cette colonisation après coup, toujours, du regard français qui est imposé sur la littérature maghrébine. Alors on a vu justement le premier prix de ce prix Assia Djebar, c'est il n'est autre que Jamel Mati pour son ouvrage Yoko et les gens du Barzakh, édité aux éditions Chiab. Il était d'ailleurs, il a d'ailleurs participé à l'édition du Maghreb des livres. C'est un rendez-vous littéraire annuel qui réunit à l'Hôtel de Ville de Paris depuis 1994 déjà des auteurs, des écrivains venus du Maghreb, mais aussi d'Europe. Donc la dernière édition, la 23e édition, elle s'est tenue les 18 et 19 février à Paris. Elle a mis à l'honneur les lettres algériennes en présentant nos auteurs, et Afaf Belouchet y était. C'est le visage serein aux yeux rieurs de Femel Kchebel qui accueille les visiteurs de cette 23e édition du Maghreb des livres. En effet, l'hommage qui lui a été rendu inauguré le programme de cette édition qui présente pas moins de 2500 nouveaux ouvrages et met à l'honneur l'Algérie. Ainsi, la bande dessinée des aides et son évolution, par exemple, sera le thème d'une rencontre avec Benjamin Stora. Et le vétéran de nos BDistes, l'inimitable Slim, lui, en profite pour démontrer, preuve à l'appui, qu'il n'a pas pris une ride grâce notamment aux nouvelles technologies. Bon, ça rend un peu fainéant, c'est vrai, mais c'est fabuleux. Parce que Bouzid, par exemple, quand je le fais, cette fois je le fais avec une seule jambe et l'autre je la double, par exemple. Et ainsi de suite. Par exemple, Bouzid est devant la grande poste, je fais Bouzid et je prends la grande poste de chez Google et je la mets à l'arrière. Des outils susceptibles de réaliser un projet commun, tel qu'une fédération de BDistes algériens. Je leur lance un appel. Montrez-vous, faites des dessins, mettez-les sur des sites, sur des blogs, comme on dit. Mais il faut vous montrer et puis il faut qu'on s'unisse pour faire une force. La force des artistes qui dessinent, des artistes algériens. Voilà. La nouveauté, elle, est signée d'Aïfa, qui regroupe pour la première fois ses œuvres dans un recueil dédié à l'humour féminin et féministe algérien. L'homme, bien sûr, qu'il voit que la femme traverse des épreuves, mais il ne les ressent pas. Lui, il arrive de son boulot, il dépose ses affaires, il commence à dessiner. Mais la femme, elle arrive du boulot, elle doit s'occuper d'abord du ménage, des enfants, du mari, de ceci, de cela. Et s'il lui reste un peu de temps, à ce moment-là, elle va dessiner. Dans l'espace revue, l'une des incontournables du salon reste la prestigieuse revue Naqd, cofondée notamment par l'historien Jamal Harbi et qui fête cette année un quart de siècle d'apparition. Ça fait 25 ans donc, que nous tenons malgré tout dans l'indépendance et l'autonomie, bien que nous n'ayons aucun soutien, bien que la revue n'existe dans aucune bibliothèque universitaire algérienne, alors qu'elle existe dans plus de 150 universités dans le monde. Donc malgré cela, comment on fait? On résiste. L'actualité politique, elle aussi, a marqué ce salon et à sa tête, la violente polémique née de la déclaration du candidat Macron qualifiant la colonisation de crime contre l'humanité. S'il y a débat, nous sommes preneurs de dire ce qu'a été la colonisation et les crimes de la colonisation. Mais là, en période électorale, certains se saisissent de ce sujet pour crier au loup, alors qu'il y a des évidences depuis des années. On sait que le colonialisme et l'expression de la violence contre les populations est un crime contre l'humanité. Plusieurs ventes dédicaces ponctuent également les rencontres débats de cette édition avec des auteurs tels que Mouloud Achour, Ahmed Bjaoui, Kamel Daoud, Meissa Bey ou encore Adel Meddi. Voilà, de retour sur le plateau de Diasporama, on s'intéresse ce soir à la littérature algérienne, la littérature au-delà des frontières. Je laisse le soin à Nadia Sepri de dire un mot en guise de conclusion avant de nous quitter. Moi, j'ai envie de dire que la littérature aussi, on a travaillé dans l'exportation de l'image, dans l'exportation et aussi l'importation aussi de ce qui sort ailleurs. Donc, on a été un petit peu au carrefour de ce travail. Moi, je suis contente quand même que Livresque soit
le seul magazine littéraire algérien, maghrébin, peut-être même africain. Là, je laisse le soin aussi aux chercheurs de nous dire qu'est-ce qu'il y a comme magazine littéraire à travers le monde arabe, l'Afrique et puis le Maghreb. J'aimerais bien savoir on en est où, parce qu'il n'y en a pas. Et la place que Livresque a, donc, c'est vraiment un magazine qui s'est installé bel et bien. On a le magazine de 64 à 65, un magazine est sorti. Ensuite, Promesse de 69 à 74. Ensuite, il y a eu des tentatives comme ça de magazines qui n'ont pas duré, que ce soit Marinour ou Barzac ou Casbah, qui ont fait des magazines mais qui n'ont pas donné. Livresque aujourd'hui, de 2009 jusqu'à 2017, il fait son chemin. Oui. Et puis tout le bonheur est pour nous, d'autant plus que maintenant au niveau des Japonais ou des Chinois ou des Péruviens, vous avez leurs auteurs qui nous envoient leurs ouvrages pour qu'on fasse la promotion de cela. Le pari est là. Cependant, le prochain numéro de Livresque cependant, juste une phrase, Soraya, si vous permettez, l'exportation vers les abonnés, il y a long à dire sur l'exportation de la culture. Oui, oui, par rapport aux banques, par rapport à tout le système d'exportation, parce que nous ne sommes pas dans l'exportation des produits hors hydrocarbures, on est dans la littérature et il va falloir que ça se débloque repenser à exporter le produit sinon culturel. C'est pas possible de l'exporter si ce n'est des achats ou des envois, mais en reste... Livresque, c'est aussi un forum annuel, hein, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que le prochain numéro est déjà bouclé? Oui, c'est un numéro double qui va... ça sera un numéro où on aura 2 en 1 parce qu'on a célébré aussi le 50e numéro de Livresque. Et donc, ça va être un numéro double avec, bien sûr, Dany Laferrière qui a donné un entretien aussi à Livresque. Il attend avec impatience la parution de Livresque pour qu'on lui envoie à l'étranger. Et voilà le pari de Livresque, c'est être hors frontières, c'est être un magazine littéraire algérien, mais qui dépasse les frontières, on le souhaite en tout cas. Merci à vous de nous avoir accompagnés durant cette soirée consacrée à la littérature. Ali Feraoun, je rappelle que vous êtes président de la Fondation Mouloud Feraoun. Vous avez participé à ce colloque qui s'est tenu durant 2 jours au Japon sur l'œuvre de Mouloud Feraoun. Un mot avant de nous quitter? Bien, bon, moi je vois que bon, les Japonais ont une très bonne connaissance un peu des livres de Feraoun, mais dans le monde, les livres de Feraoun sont chaque année traduits, puisque l'année dernière on a eu une traduction en Égypte aussi, une retraduction du Fils du pauvre. On a eu il y a quelques années le journal de Feraoun et le suivi du Fils du pauvre aux États-Unis. On a eu aussi à Cuba et en Espagne 2 traductions du Fils du pauvre, en Italie également. Donc ça se fait assez couramment. Je reçois des lettres d'universités d'Afrique où Feraoun est étudié. Bon, des fois, ils m'écrivent pour leur donner des livres parce qu'ils avaient, même tout près au Mali, ils avaient un exemplaire à l'université, un exemplaire de la Terre El Sang, par exemple, qui est au programme chez eux. En Angleterre également. Dans beaucoup de pays, je reçois des demandes d'informations pour des thèses. Donc notre littérature, elle est, je dirais peut-être presque à l'étranger, notre littérature est beaucoup plus suivie qu'à l'université d'Alger, encore que cette année, bon, nous avons un prof, Madame Nawel Krim, qui a été en Roumanie autour du 15 mars, à l'anniversaire de la mort de Feraoun, pour faire une conférence en Roumanie sur le Fils du pauvre. Donc c'est une œuvre qui avait été traduite déjà en 1970 chez eux. Donc c'est quelque chose qui est devenu habituel, que dans les pays étrangers, on se penche sur la littérature algérienne. Juste un mot sur Mouloud Mamri. Mouloud Mamri avait été au Japon à l'occasion de la parution de L'Opium et le bâton. Et L'Opium et le bâton avait été déjà à l'époque traduit en japonais. Donc voilà. C'est une continuité. Merci en tout cas à vous de nous avoir accompagnés ce soir, d'autant plus que vous venez de rentrer tout juste du Japon. Fazia Feraoun, je rappelle que vous êtes professeur de sociologie à l'université d'Alger 2 à Bouzaréa. Un mot avant de nous quitter, une dernière appréciation peut-être sur ce colloque dans lequel vous avez participé. Déjà, je salue l'initiative d'une émission littéraire comme celle-ci.
Et aussi, je voudrais dire que, à la suite de ce qu'Ali a dit, la littérature maghrébine est très estimée à l'étranger. Elle est citée en exemple. Ils veulent faire comme nous. Et quand on arrive là-bas, on a un grand bonheur de voir à quel point on est reconnu à l'étranger par rapport à ce qu'il en est en Algérie. Alors moi, ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, c'est qu'aujourd'hui, en Algérie, il y ait un peu plus de fierté et d'assurance de la part des Algériens de la valeur de leur littérature, et qu'ils commencent à faire des colloques et des rencontres vraiment littéraires et scientifiques sur leurs auteurs dont ils peuvent être très fiers parce qu'ils sont bien plus reconnus. Ils nous reviennent, on va dire, les études nous reviennent de l'étranger. Et ensuite, on va les lire. Et bien, ils pourraient eux-mêmes en faire déjà et se mettre à faire de la sorte tout en étant fiers de leur littérature, qui a une grande aura à l'étranger. Merci à vous de nous avoir accompagnés ce soir. Je cède la parole à Anouar Benmalek, à qui revient le soin de conclure cette émission. Je rappelle que votre dernier ouvrage, Fils du Shéol, est disponible aux éditions Casbah. Moi, je voudrais dire une chose. D'abord, c'est un sentiment intérieur. Je reviens du Mali, où j'ai présenté donc, mon livre, dans des lycées, dans des universités, etc. Oui. Je le présente également en France, je l'ai présenté plusieurs fois aux États-Unis, etc. Le seul endroit où je ne peux pas présenter mes livres, et je pense que c'est tous les écrivains algériens, etc., c'est dans les lycées algériens. Les rares fois où on a essayé, on nous a dit il faut l'autorisation du ministre de l'Éducation. On se dit quoi? Alors je dis, lisez-nous, vous, Algériens, nous, écrivains algériens, lisez-nous. Ce sentiment d'exil que nous, écrivains algériens, ressentons quand on est en Algérie est insupportable. Donc c'est pour ça que je dis, banalisons cette idée de la rencontre d'un écrivain algérien avec un lecteur algérien dans les lycées. Avec un jeune public, avec un jeune public, voilà, le public qui, lui, va devenir lecteur, etc. Le jeune lecteur algérien ne nous connaît pas. Voilà. Nous sommes mal distribués, surtout à l'intérieur du pays, etc. Donc voilà, que tant ces barrières bureaucratiques d'un autre âge, je veux dire, voilà, c'est donc un cri... d'un auteur qui veut rencontrer son lectorat, son jeune lectorat. Comment ça fait que je puisse rencontrer des lecteurs maliens ou des lecteurs américains ou des lecteurs français? Je ne puisse pas rencontrer des jeunes lecteurs algériens. D'autant que vous envoyez des jeunes lecteurs lors des salons du livre, lors du SILA, lors du SILA. Bien entendu, lorsqu'il y a le SILA, il y a plein de jeunes très curieux, etc., qui viennent vous demander des conseils, etc. Et me dire que je ne peux pas franchir la barrière d'un lycée parce qu'il y a des règles administratives et bureaucratique. Je dis assez de cet exil auto-imposé. En fait. Voilà, donc c'est disponible aux éditions Casbah, ainsi que Le Fils du Pauvre, hein, la version complète, est également éditée aux éditions Casbah. Diasporama touche à sa fin, une émission consacrée à notre littérature algérienne, au-delà des frontières, notre littérature, la culture, comme disait Mouloud Mamri, c'est ce qui nous fait vivre. Et passez une excellente soirée sur Canal Algérie.